Donc, bonjour madame, nous vous remercions de nous avoir accordé cet entretien. Mmh. À l'occasion de la Journée des femmes en sciences, le 11 février, le club de sciences du lycée René Descartes organise une série d'interviews de Mmh. femmes scientifiques pour motiver les jeunes filles à poursuivre leur carrière dans les Mmh. sciences. Donc, vous êtes professeur émérite à l'université Paris Diderot et vous En êtes... fait, je ne suis plus exactement Ah oui, émérite, j'ai épuisé en ma période d'éméritat, donc effectivement, elle s'est terminée en juillet dernier. Mais j'étais d'accord. professeure à l'université Paris Diderot, enfin maintenant c'est l'université Paris-Cité. Ok, très bien. Donc, vous êtes professeur à l'université Paris-Cité et chercheuse J'étais en didactique des mathématiques. Oui, 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 mon domaine de recherche, c'est bien la didactique des mathématiques. Vous D'accord. savez Alors, un peu ce que c'est comme domaine de recherche? j'ai fait quelques recherches. C'est en lien avec l'enseignement des mathématiques, me semble-t-il. Oui, oui, c'est un champ de recherche où on s'interroge, où on se questionne sur les processus d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques, les interactions entre l'enseignement et l'apprentissage, et on essaie de les comprendre pour, bien sûr, trouver aussi des moyens d'action pour améliorer l'enseignement des mathématiques et l'apprentissage des élèves. D'accord. Et alors, pourriez-vous nous expliquer hein, votre métier concrètement? Alors mon métier le métier de chercheuse? Bon, j'ai été longtemps enseignante-chercheuse à l'université, donc j'ai, j'ai travaillé, dans une UFR de maths pendant la majeure partie de mon temps, donc en faisant des cours de maths, mais en même temps, j'ai passé 8 ans aussi entre 91 et 99 à l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres, quand j'ai été nommée professeure des universités. C'était là qu'on l'on for bon, c'était l'ancêtre des actuels INSPE et elle venait d'être créée, donc c'était, une nouveauté. Et puis je suis revenue à l'université Paris 7 en 1999 et là, bon, j'ai à la fois travaillé sur, j'avais le cours d'analyse du CAPES, donc en tant que comme, charge d'enseignement, puis je travaillais aussi à mi-temps à l'IREM, dont j'ai pris la direction pendant quelques années, de nouveau, et puis en même temps, je travaillais dans le master, didactique, de recherche didactique, et puis un master professionnel que l'on avait aussi créé pour former les formateurs d'enseignants, voilà. D'accord. Et Et alors, mes recherches oui, 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 allez-y. allez-y, je vous en prie, c'est ce que j'allais vous demander, vos recherches. Alors mes recherches, alors il faut savoir le champ de la didactique, c'est un champ qui est quand même assez récent si on le compare à celui de la recherche en maths, et il a commencé dans les années 70 et au début, il a commencé en s'interrogeant sur les difficultés des élèves, pour l'apprentissage, bon, comment les comprendre, les obstacles qu'ils devaient affronter. Puis après, progressivement, il s'est diversifié. Alors d'abord au niveau de l'école primaire principalement, puis à l'université et puis après, il s'est intéressé aux pratiques des enseignants et puis en même temps, comme il y avait, des technologies, il s'est intéressé à comment les calculatrices et les logiciels pouvaient aider les apprentissages et l'enseignement et puis, bon et il a suivi bien sûr et il suit l'évolution des ressources technologiques et c'est un champ, je dirais aussi, qui est très attentif au fait que, les questions d'enseignement des mathématiques, elles sont, ça dépend des contextes, ça dépend des cultures, c'est pas quelque chose et donc on est très attentif à ces différences culturelles et si vous, pour vous citer un exemple, dans de 2094 à 2020, j'ai été dans un projet international, le projet Lexicon où, avec des collègues de 10 pays, il avait été lancé par un collègue australien, David Clark et avec des collègues de 10 pays, on essayait de comprendre quels étaient les mots et les expressions dont les enseignants de mathématiques disposaient, des enseignants expérimentés, disposaient dans différents pays, dans leur langue, pour parler de ce qui se passait dans une classe de mathématiques. Et bon, on faisait l'hypothèse au démarrage qu'effectivement ça pouvait varier d'un pays à l'autre, d'une langue à l'autre et les résultats ont été effectivement spectaculaires de voir à quel point
les lexiques dont disposaient ces enseignants et expérimentés suivant les pays étaient différents et comment des choses qu'on savait exprimer dans un pays, on savait moins les exprimer dans d'autres. Par exemple, en France, on n'était pas très bon pour exprimer les côtés affectifs, émotionnels. Par contre, on avait des tonnes de mots pour exprimer les activités mathématiques, les types de tâches. Vous voyez ces Mhm. choses-là. Et est-ce que c'est lié à des problématiques telles que la baisse du niveau scolaire en mathématiques en France? Non, c'est, bon, bien sûr, les recherches dans les recherches, il y a tout un courant de recherche qui s'intéresse aux évaluations internationales et bon et qu'est-ce qu'on mesure exactement dans ces évaluations? Pourquoi il y a des différences? Par exemple, quand j'étais au bureau exécutif de la Commission internationale dans l'enseignement des mathématiques, on avait lancé une étude qui cherchait à comparer ce qui se passait dans les traditions occidentales, je dirais au sens large, et dans les traditions des pays d'Asie du Sud-Est qui ont de tradition confucéenne, où Oui, le rapport à l'école est complètement différent, hein, et l'attention, par exemple, mise sur le travail, la persévérance, pas juste sur des dons, supposés dons des élèves pour faire des mathématiques, est très important. Et, heu et ça avait été très intéressant et c'était la première étude effectivement internationale de l'ICMI qui était lancée, sur ce thème. Donc et on a appris bien sûr avec ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Après, les baisses, les montées, les baisses, en fait, c'est sûr que, par exemple, moi, ces dernières années, j'ai été très sensible, bon, comme j'ai beaucoup de contacts internationaux, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le fait que l'épidémie de Covid a touché vraiment très différemment les différents pays et que par exemple et bien sûr aussi les élèves suivant les conditions de vie qu'ils ont et les moyens dont ils disposent. Donc elle a aggravé les inégalités scolaires qui sont déjà très fortes, les inégalités entre pays et il y a des pays, par exemple, la Banque mondiale a bien montré que dans des pays d'Amérique latine, ils avaient perdu 10 ans d'avancée qu'ils avaient réussi à faire sur l'enseignement des mathématiques à cause de cette pandémie. Donc, je suis effectivement quelqu'un qui est très sensible aux inégalités et à la façon dont on peut lutter contre ces inégalités. Bon, bien sûr, les inégalités de genre, je pense qu'on en reparlera, mais aussi les inégalités sociales, bien sûr. d'accord. Et alors justement, pourriez-vous nous expliquer comment est-ce on devient chercheuse en Ah oui, didactique? Votre alors, formation, vos études? oui. Alors mes études, alors bien sûr, hein, je suis une personne âgée maintenant et donc j'ai plutôt l'âge de votre grand-mère que même de celle de vos parents, bien sûr Mm. et alors moi je suis née dans un petit village des Pyrénées, Pyrénées centrales et j'ai fait mes études au lycée de Tarbes. À l'époque, la scolarité était séparée entre filles et garçons dès l'école élémentaire. Il y avait que la maternelle qui était commune et donc ma mère était institutrice, mon père était un employé de bureau, donc j'étais d'une origine sociale, très modeste, hein et j'ai fait mes études au lycée de Tarbes et puis quand j'étais en terminale, ma professeure de physique m'a dit: «Mais tu sais qu'il existe des classes préparatoires aux grandes écoles et quand même» j'étais bonne partout, je dois dire, hein, «mais tu devrais t'orienter vers ça, tu devrais parce que tu aimes quand même les sciences, tu es particulièrement bonne en sciences, tu devrais faire ça». Alors elle en a parlé on en a parlé avec mes parents et la donc ma prof de physique m'avait dit, «Ah beh, tu peux aller étant à Tarbes, tu peux aller soit à Toulouse, soit à Bordeaux, c'était le plus près». Oui, Et puis à l'époque, ma sœur était, professeure de SVT à Castres, à côté de Toulouse. Elle avait suivi un système qui était, très intéressant pour les personnes de classe modeste. Elle avait fait les IPES, c'est-à-dire qu'après, l'équivalent du premier cycle maintenant, on passait un concours et puis si on était reçu, on était recruté et on était payé pour faire ses études en s'engageant à servir 10 ans dans l'enseignement. C'était vraiment, très bien. Donc elle était comme ça devenue professeure de SVT et donc moi j'ai été à Toulouse, j'ai fait prépa au lycée Pierre de Fermat et puis, en 3,5 donc en maths spé, j'ai passé à la fois le concours des IPES et puis j'ai passé, Normal Sup.
Et bon, à l'époque, les écoles normales étaient séparées, donc Sèvres, École normale supérieure de jeunes filles de Sèvres, et j'ai été reçue à Sèvres. Donc, ah bien, bon, j'ai pas pris les IPES et je suis montée à Paris, comme on dit chez nous. Et là, bon, j'ai commencé ma scolarité. C'est vrai que nous étions très peu de la même origine, d'origine sociale modeste. Et à l'école, on était trois, quatre. On s'est reconnus tout de suite. On est devenus amis d'ailleurs. Mais bon, la vie était très agréable. Ma vie était très agréable, je dois dire, à ce moment-là. Et donc, les études, ben, je me suis bien sûr, j'ai fait des maths et ma professeure de physique voulait me pousser en physique, mais moi je savais bien que c'était les maths que j'aimais. Et d'ailleurs, quand j'étais en prépa, bon, il y avait plein de choses qui ne me plaisaient pas et j'ai fait un seul cours de dessin industriel. Et quand j'ai vu que ce qu'on me demandait de faire, eh bien, j'ai renoncé. Ce qui a beaucoup, mes parents m'ont engueulé très fort parce que du coup, je ne pouvais plus passer les concours d'école d'ingénieur, il me restait que les écoles normales. Ils n'ont pas apprécié, mais j'étais têtue. J'ai dit non, 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 c'est pas pour moi. Je préfère faire, tant pis. Et sinon, si je ne suis pas reçue à l'école normale supérieure, je ferai prof de maths avec les IPES comme Ouais. ma sœur. Et donc, à l'école normale, donc j'ai fait le parcours classique, la licence la première année, des attestations, alors ça s'appelait des attestations d'études approfondies la seconde, là où j'ai découvert la logique qui m'a passionnée, mais surtout qu'on avait d'excellents profs, Jean-Louis Krivine notamment, qui était absolument passionnant. Et, et puis, donc après la troisième année, on passait l'agrégation, mais c'était 68. Alors avec d'autres, la majorité des normaliens et des normaliennes, on a décidé qu'on ne voulait pas passer le concours, l'oral de l'agrégation. Donc, on l'a passé l'année d'après. Et puis ensuite, la scolarité normale, c'était 3 ans, mais il y avait quelques élèves à qui on proposait une quatrième année à l'époque pour commencer à s'initier à la recherche. Et j'ai eu la chance d'avoir cette proposition. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec la logique, puis un petit mémoire sur la théorie des catégories aussi. Et après, j'ai continué en thèse, donc, sur des questions de récursivité, et j'ai passé ma thèse en 72. Mais avant même, dès que je suis sortie de l'école, j'ai été recrutée comme assistante détachée du secondaire à la Faculté des sciences de Paris. Bon, à l'époque, c'était possible, on n'avait pas besoin d'avoir sa thèse pour entrer à l'université. Donc, j'ai passé ma thèse en 72, 3 ans après. Et puis, j'ai continué à faire de la logique pendant une dizaine d'années dans un petit groupe de travail sur différentes questions. Mais parallèlement, en fait, il y avait un de mes professeurs à l'École normale supérieure, André Rebus. Il y avait eu la création des IREM, des instituts de recherche sur l'enseignement des mathématiques, les 3 premiers, dont celui de Lyon en 69. Et André Rebus avait été nommé directeur de l'IREM de Paris. Et quand il a vu qu'il y avait de ses anciennes élèves qui étaient nommées assistantes à la faculté des sciences, mais il a dit, eh ben, venez travailler avec moi un peu à l'IREM à temps partiel, puisqu'il y avait, je crois, 5 ou 6 postes à temps partiel, équivalent de 5 ou 6 postes d'enseignants-chercheurs à temps partiel pour travailler à temps partiel à l'IREM. Donc j'ai commencé comme ça à m'intéresser un peu à l'enseignement. Bon, à l'époque, je n'avais aucune expérience. Et puis, quelques années plus tard, André Revus nous a proposé à 2 collègues de s'occuper complètement de l'enseignement des mathématiques dans une école primaire expérimentale qui avait été créée, qui était rattachée à l'IREP, où on avait toute liberté pour organiser l'enseignement, à condition qu'en fin de CM2, les élèves en sachent au moins autant que les autres. Ouais. Donc, on passait 1 à 2 jours par semaine. On avait même plus d'instituteurs, on parlait instituteurs, institutrices à l'époque, que de classes pour ils puissent participer aux recherches avec nous. Donc, c'était des conditions très favorables et on avait un succès, ça marchait, quoi. Ouais. Donc, ça m'a, avec cette première expérience, je me suis dit, mais avec la didactique, ben, on va rendre l'enseignement des mathématiques accessible à tous les élèves, ils vont tous aimer faire des maths. Et oui, il faut vraiment faire de la recherche dans ce domaine. Bon, c'était un domaine qui était tout juste qui démarrait, hein. Dans les années 70, avait des figures comme Guy Brousseau, Gérard Vergniaud, les pères de la didactique française. Et
Donc, vraiment, là, j'étais très enthousiaste. Bon, parallèlement, je faisais toujours un peu de recherche en logique, mais de plus en plus, je me disais: «Mais ah non, mais il faut faire ça parce que là, on va changer un peu la face du monde et le rapport, des élèves à l'enseignement des mathématiques». Après, j'ai compris, hein, au fil des années que c'était plus compliqué de changer, que ce qu'on sait faire dans des conditions expérimentales pour le transporter à grande échelle, là, ce sont des conditions effectivement, c'est des problèmes beaucoup plus délicats. Mais effectivement, j'ai jamais regretté de m'être, lancée dans ce champ de recherche où j'ai eu des thématiques de recherche et très variées, hein, parce qu'après ce travail sur l'école élémentaire, comme on avait monté des sections maths physique très innovantes à l'université avec des didacticiens de la physique, donc j'ai commencé à travailler sur les processus différentiels et intégraux en physique, les équations différentielles en scène. Et donc là, j'ai sauté de l'école élémentaire à la didactique à l'université. Puis après, je me suis intéressée aux questions technologiques, aux calculatrices et aux logiciels de calcul symbolique notamment, et puis à plein d'autres questions. Mais au fur et à mesure que les questions se posent, les projets qu'on vous propose, auxquels on vous propose de participer, voilà, les projets au niveau français, mais aussi au local, mais aussi au niveau international, de nombreux projets européens, par exemple, sur les démarches d'investigation, tout ça, sur l'enseignement plus inclusif, enfin, plein de choses, quoi. Et donc c'est effectivement, voilà, c'est ça ma et aujourd'hui, je travaille encore quand même, mais en ce moment, j'accompagne, une, en fait, quand il y a eu les évaluations internationales comme notamment TIMSS, hein, pas plus que PISA, même des TIMSS, les chercheurs se sont aussi intéressés au fonctionnement des classes, à la formation des enseignants, à leur formation continue, et ils se sont aperçus qu'il y avait un système très original qui existait au Japon depuis 150 ans au moins, les leçons studies, et qui était leur système à la fois pour favoriser l'implémentation des réformes curriculaires et aussi pour le développement, la formation continue des enseignants, et que ça avait l'air très efficace. Et alors du coup, et puis les Japonais ont poussé aussi, hein, et bien dans beaucoup de pays, on s'est mis à essayer de vouloir, implémenter cette méthode. En France, ça a été, c'est pas arrivé si vite que ça, hein, c'est arrivé d'abord, aux États-Unis, par exemple. Mais à partir en 2016, à l'IREM de Rouen, ils ont commencé à faire des formations de type leçon study. Et en ce moment, j'étudie, je participe d'abord, je les ai accompagnés comme chercheur depuis 2017, et ensuite maintenant, je m'interroge et je travaille avec eux, c'est parce qu'on a un projet de recherche sur eh beh, quelle a été la dynamique de ce processus qui s'est étendu, qui maintenant s'étend à d'autres disciplines, qui a été et pour ça d'ailleurs, j'utilise des maths, j'utilise la théorie des hypergraphes pour, essayer de modéliser ces choses-là. Voilà. D'accord, donc vous faites aussi de la modélisation mathématique, J'ai fait un peu, oui, j'en avais déjà fait dans mon doctorat d'état, parce que j'avais utilisé des modèles, stochastiques pour parce que je me questionnais sur la vision qu'on avait de la reproductibilité des situations didactiques. Il me semblait que ce qu'on transmettait dans les textes de didactique, et y compris aux enseignants, ça marche, c'était faux. Qu'on disait que les choses pouvaient se reproduire alors que non, c'était pas si simple que ça. Elles pouvaient pas se reproduire à l'échelle d'une classe, ça pouvait pas se reproduire comme ça. Et donc j'avais fait des modèles probabilistes pour essayer de modéliser les conceptions qu'il y avait de la reproductibilité, et puis après j'avais repris les données d'une recherche que j'avais menée sur les conceptions du cercle à l'école élémentaire, et en s'appuyant sur ces données, j'avais fait des modèles stochastiques et j'avais montré que ce que l'on avait observé, bon d'accord, c'était, heu, un point d'attraction possible pour la dynamique de ces situations, parce qu'elles étaient bien faites quand même, bien sûr, ces situations, mais qu'il pouvait y en avoir d'autres. Et donc j'avais utilisé, mais c'est resté, un travail assez isolé en didactique, parce que je pense que maintenant, si je faisais un si j'a si si c'est ça s'était passé 30 ans plus tard,
avec le développement de la modélisation en mathématiques, les rapports que l'on a maintenant beaucoup plus développés avec les mathématiciens qui travaillent sur ces secteurs, heu, je pense que j'aurais eu un environnement qui m'aurait permis de travailler, là j'étais un peu autodidacte quoi sur ces modèles stochastiques. J'aurais un environnement qui m'aurait permis d'aller plus loin. Mais enfin ça, cette utilisation de modèles mathématiques, il y a pas énormément de chercheurs en didactique qui font ce type de travail. En général, c'est les non. D'accord, très bien. Moi ça me plaisait Oui, donc oui, je parce comprends. que bon, les systèmes dynamiques, ça me plaît et voilà, D'accord. voilà. Donc Heu, si ça m'aide à comprendre, je mmh, très bien. Donc, pour, revenir, au club de sciences, donc dans mon oui, club de sciences, on est, à peu près 24 de filles, 76 de garçons et je me demandais plus généralement, comment est-ce qu'on peut expliquer cette différence finalement dans les sciences entre les filles et les garçons et comment y remédier? oui. Alors, bon, j'ai vu, hein, 24 de filles, 73 de garçons. Bon, c'est pas quand on regarde la proportion d'enseignants-chercheurs en maths dans l'enseignement supérieur, ah bah, ça choque pas parce que c'est exactement ce type de pourcentage, mais enfin, on peut espérer mieux, c'est sûr. Alors, c'est vrai que participer à un club de sciences, je ne sais pas, peut-être qu'il y a d'autres clubs qui les intéressent, Ouais, davantage ouais, dans c'était le lycée. pour donner Voilà, un mais exemple. c'est vrai que moi je pense que ce n'est pas du tout, une fatalité d'abord. Pendant plusieurs années, j'ai été au conseil, scientifique de l'association Matin Jeans et dans l'association Matin Jeans on n'est pas loin de la parité, hein. Je me suis fait confirmer par la présidente Aviva Spierglas la semaine dernière et en 2021 et 2022, il y avait 45 de filles. Donc il y a des progrès qui peuvent être faits. Ceci étant, bah, si on veut attirer les filles effectivement dans ce genre d'activité, il faut faire des efforts, Mmh mh. heu, très particuliers parce que ce n'est pas la tendance, naturelle. Alors je ne sais pas si vous avez vu ce livre? Je ne sais pas si vous le voyez là? Vous l'avez vu ce livre? Matheuse? Ah non, je Ouais. ne connaissais pas. Vous l'avez pas lu? Alors il est sorti, c'est un livre, Matheuses, les filles avenir des mathématiques. Et il est paru aux éditions du CNRS le 25 janvier dernier, donc c'est tout neuf. Mmh. Il a été coécrit par une sociologue, Clémence Perronnet, qui travaille beaucoup sur ces questions de genre, par, Olga Romaskevitch, qui elle est une mathématicienne et qui était chercheuse au CNRS et qui est très impliquée dans des travaux de médiation scientifique. Et puis ça a été illustré par Claire Marc et c'est un livre, ah ben, je dirais, il est décapant, mais il faut absolument le lire. C'est un petit bijou et donc moi je l'ai reçu samedi dernier, donc et il venait de paraître et je l'ai lu bien sûr depuis et vraiment je vous engage à le lire parce qu'il montre bien tous les mécanismes, tous les discours, tout ce qui fait qu'on tend à écarter les filles. D'ailleurs, il ne parle pas que des filles, même si, il parle beaucoup des filles, bien sûr, essentiellement, mais il dit les filles, les personnes d'origine sociale, plus modeste, les personnes qui appartiennent à des minorités techniques. On ne peut pas dire qu'elles soient nécessairement elles elles sont pas écartées de toutes les sciences, parce qu'on en trouve pas mal dans la biologie, en médecine, bien sûr, dans toutes les sciences du care, comme on dit, hein, mais en maths, en physique, en informatique, c'est la Bérésina et elles expliquent très bien comment ça se produit et le travail, il a été fait dans le livre avec, des filles 45, ils se sont appuyés sur des questionnaires, des entretiens avec 45, élèves de jeunes filles qui ont participé au stage, les Cigales, qui sont des stages qui sont organisés au CIRM, au Centre international de rencontres mathématiques par l'Institut de mathématiques de Marseille Ouais. et pendant les vacances et où des filles vont entre elles, vont travailler sur des défis mathématiques et et c'est vrai qu'on voit très bien à travers les citations et puis aussi à travers toutes les données d'enquête sociologique qui sont reprises dans le livre, comment, c'est vrai, on écarte.
on écarte les filles des mathématiques et souvent sans en être conscient, hein. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, bon, comme l'éducation des filles et des garçons était séparée, j'affrontais pas le fait qu'on me dise: «Ah non, les garçons sont meilleurs» ou qu'on me traite différemment des garçons dans la classe. Mais en revanche, bon, une soirée et puis on vous disait: «Ah, tu fais des maths? Ah mais tu as pas la tête à ça», enfin ce genre de choses. Bon, à l'époque, j'haussais les épaules, ce truc, mais je crois que maintenant, je pense qu'il faut se rebeller face à des discours comme ça parce que finalement, ils s'accumulent, ils sont intériorisés et ces stéréotypes intériorisés, ils conduisent à écarter, les filles et puis d'autres élèves aussi, des mathématiques. Et je me rappelle, par exemple, quand j'ai été nommée, je vous ai dit que j'avais été nommée à l'UFM de Reims Oui, en 91 et à l'époque avec, une collègue qui était conseillère pédagogique, on avait décidé de monter une unité d'enseignement de 2 jours sur: «L'école traite-t-elle les filles et les garçons de la même façon?» Point d'interrogation. Et donc c'était des enseignements, ce qu'on appelait les enseignements communs, qui voulaient bâtir une culture commune entre les enseignants du primaire et du secondaire. Donc on avait des enseignants qui faisaient leur stage, des futurs enseignants qui faisaient leur stage en maternelle, d'autres en primaire, d'autres au collège, d'autres au lycée. Donc on avait toute la panoplie. Et donc pendant 2 jours, bon, il n'était pas juste question de mathématiques, mais on voyait comment dès la maternelle, les différenciations sociales de rôle étaient, présentes. oui, Et puis on se servait beaucoup du matériel. J'adhérais à l'époque à Femmes et Mathématiques, qui avait été créée, et donc on avait du matériel de cette association Femmes et Mathématiques pour nous aider. Et je me rappelle que c'était au bout de 2 jours, alors, heu, il y avait une dernière activité. Et dans cette dernière activité, on demandait aux futurs enseignants, donc du groupe, de d'écrire avec un paragraphe de quelques lignes, de décrire un élève ou une élève fort, moyen, faible. Et d'accord. puis, de bien sûr, de ne pas mettre si c'était une fille ou un garçon et de faire très attention à ce que, en le lisant, on ne puisse pas reconnaître si c'était une fille ou un garçon dont il parlait. Et donc ça faisait 2 jours qu'ils se faisaient avoir sur ces histoires de stéréotypes. Alors c'est clair qu'ils étaient, ils se disaient: «On va pas nous avoir une fois de plus». Donc il y avait bien sûr des filles qui étaient parmi les fortes, des garçons parmi les faibles et cetera. Et puis on récupérait toutes leurs fiches, on les lisait à haute voix et avec ma collègue, on disait: «Ah beh, là, vous parlez d'une fille et là, vous parlez d'un garçon. Là, vous parlez» et à 90 environ 90 des cas, c'était juste Ouais, et c'était pour eux, c'était l'horreur de se dire qu'ils véhiculaient encore tous les stéréotypes et c'est vrai que je crois qu'il faut qu'on soit tous très attentifs, moi la première, hein, d'ailleurs, hein. Et parce que, c'est tellement ancré dans la culture que, heu, on est on rend les gens victimes de ces stéréotypes comme ils disent dans le livre. Mais je ne vais pas en dire plus. En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites oui, et je vous engage à lire le livre et puis en plus dans le livre, à la fin de chaque chapitre, il y a un petit défi il y a des défis mathématiques. d'accord. Et ça serait bien, je pense, que pour votre club de maths et peut-être que ça à la fois la lecture du livre, une pub sur le livre et des petits défis associés, hein, peut-être que vous allez attirer des filles. Oui, 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 eh bah, je le proposerai au CDI, du lycée. Voilà, hein, voilà. Mmh. OK. Alors j'avais, 2 autres questions, mais je vois qu'on est un petit peu court dans le temps. Heu, Oui, bon, j'avais une question sur, le fait que est-ce que vous pensez qu'il y a de moins en moins de personnes intéressées dans les sciences? oui, alors si vous me disiez: «C'est parce qu'il y a qu'1 % des élèves du lycée qui sont dans mon Oui, club». Alors, là, je vous dirais, là, en bonne matheuse, attention, hein, vous pouvez pas déduire du fait qu'il y a 1 % oui, d'élèves intéressés par ce club, alors qu'il y a plein d'autres activités possibles pour eux, qu'ils sont désintéressés de la ils ne sont moins intéressés par la science. C'est vrai que je dirais quand même que nos rapports à la science ont changé quand je pense à mon époque, à l'époque de mes enfants. Alors, je crois qu'on est plus inquiet vis-à-vis de ce que produit la science. ouais,
C'est vrai que c'est pas nouveau parce que moi je suis née à une époque où il y avait eu bon, c'était après la Seconde Guerre mondiale, donc il y avait l'apparition des armes nucléaires, il y avait la guerre froide, donc déjà on s'interrogeait, hein, Ouais, sur ce que produisait la science. Mais aujourd'hui, on voit bien que c'est beaucoup plus diffus, ça part dans toutes directions, et en même temps, c'est raisonnable de se dire qu'il faut se questionner sur, même si on croit qu'il faut beaucoup plus de science pour arriver à résoudre les défis auxquels on fait face ouais, ouais. en tant qu'humain, et bien, en même temps, c'est sûr qu'il faut s'interroger sur ce que produit la science, sur les pratiques scientifiques. Donc, il y a une réflexion éthique à mener. Elle n'est pas incompatible d'un intérêt sur la science du tout. À mon avis, il faut qu'elle aille de pair avec un intérêt sur la science. Et puis, en même temps, bien sûr, il faut lutter contre toutes les discours complotistes, les fake news et l'influence totalement démesurée que prennent effectivement les réseaux sociaux dans ce domaine, mais derrière ça, il y a des algorithmes. Donc, Ouais. en tant que matheux, on est aussi responsable. Donc, il y a, et par exemple, en didactique, il y a tout un courant qui s'appelle d'éducation critique et qui est très voilà, pugnace sur ces questions-là. Mais je pense d'avoir cette réflexion éthique. La seule chose que je voulais dire en plus sur cette question, c'est que quand on a un club ou des choses comme ça, il faut se dire qu'il y a plein d'entrées possibles dans les mathématiques. Il peut y avoir les mathématiques actuelles, il peut y avoir l'histoire des mathématiques. Beaucoup de Ouais, personnes rentrent par l'histoire des mathématiques. Il peut y avoir par des questions où on voit les interactions avec d'autres sciences, des mathématiques avec d'autres ouais, sciences ou avec d'autres disciplines artistiques. Donc il y a beaucoup de façons de s'intéresser aux mathématiques, de les pratiquer et peut-être lutter contre l'idée que, et puis avec des défis à sa portée, ouais. lutter contre l'idée qu'il faut être génial pour faire des sciences, enfin, Oui, ou, voilà, qu'il faut des dons particuliers. Non, on peut s'intéresser, il y a de multiples façons de s'intéresser à la science. d'accord, très bien. Alors, la dernière question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous auriez un message, peut-être général, à adresser aux filles ou aux élèves en général, et puis aux institutions, à la société? Oui, alors, comme vous me l'aviez posé un peu à l'avance, donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait dire, un message un peu. Bon, mais pour les filles, d'abord, je crois qu'il faut toujours rappeler, il n'y a aucune étude sérieuse scientifique qui tende à prouver que les filles ont des capacités moindres pour faire des mathématiques, pour faire de la science, pour faire de l'informatique que les garçons. Bon, on pourrait dire que c'est un lieu commun, mais il faut quand même toujours le dire. Et puis, je dirais, on a besoin de vous, les filles, pour faire de la science. Et puis, vous avez quelque chose à apporter. Et dans le livre, ils insistent aussi sur le fait qu'on a quelque chose à apporter aussi, peut-être avec une autre vision de la pratique scientifique, plus collaborative, moins compétitive. Enfin, ça, de la part de tous les élèves, hein, Oui, et oui. pas uniquement donc, on a des choses à apporter, donc lancez-vous. Et puis, cette idée qu'il y a plein de façons de s'intéresser aux mathématiques, d'y prendre du plaisir. On n'a pas besoin d'être un candidat à la médaille Fields pour prendre plaisir à faire des mathématiques. Moi, j'ai toujours eu du plaisir et cette année même, j'ai mon petit-fils qui est en classe prépa. Quand il sèche sur un exo, il me l'envoie. Et j'ai tendance aussitôt à, à arrêter ce que je suis en train de faire, mon travail éditorial et tout ça, et à me jeter pour résoudre ces problèmes de maths de prépa. Ça peut faire rire, mais ça montre on peut prendre du plaisir vraiment à faire avec des choses qui ne sont pas nécessairement Oui. des grandes questions très difficiles, mais c'est le plaisir de faire ça. Ouais. Très bien, très bien. Moi, Et les institutions, eh bien, leur dire il faut soutenir. Parce que quand on voit maintenant tout le nombre d'activités, d'associations, d'organisations qui œuvrent pour essayer de changer les choses, il faut les soutenir. Et puis, il faut aussi éviter de faire des réformes, comme la dernière du lycée de 2018, oui, qui oui. nous a ramené brutalement 20 ans en arrière. Donc, on peut se passer de ce genre de choses. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie encore une fois de nous avoir accordé cette interview, et puis j'espère que ça motivera quelques élèves à continuer dans les sciences. Ouais.
Et beh, Beaucoup. et vous, que voulez-vous faire ensuite? Personnellement, je voudrais continuer dans les mathématiques. Donc, Ah, pareil, faire chercheur, enseignant-chercheur en mathématiques, mais oui, et qu'est-ce qui vous ouais. plaît le plus en maths? En maths, Et des domaines préférés par rapport à d'autres? ouais, alors on va dire que je me suis un peu plus avancée en analyse et en algèbre, mais Mmh. j'aime beaucoup la géométrie aussi. Ah ouais. Ah, beh, c'est bien, il en faut aussi qui aiment la géométrie. Oui, oui, mais j'aime bien l'étude de la géométrie d'un point de vue, algébrique, ça m'int Oui, voilà, d'accord. Bon et beh, écoutez, je vous souhaite, tout le succès possible et puis, bonne vie à votre club et j'espère que vous allez arriver à recruter, plus de filles pour y participer et plus d'élèves de manière générale et aussi d'élèves avec des profils plus divers. On a besoin de profils divers pour Mmh faire mh. de la science et de gens d'origines diverses. OK, très bien, merci. Merci Au beaucoup. revoir, Au revoir. au revoir.